Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la Côte d'Ivoire et du Niger. L'Abidjan exige des preuves des accusations de Tiani contre Ouattara. La Côte d'Ivoire est désormais donc dans l'attente d'une clarification officielle de la part du Niger, en réaffirmant sa volonté de ne pas laisser prospérer les accusations sans fondement sur la scène internationale. Le ministre porte-parole du gouvernement de Côte d'Ivoire s'est exprimé à la fin du Conseil des ministres, exprimant la désapprobation de la Côte d'Ivoire quant aux allégations du général Tiani au lendemain de l'attaque de l'aéroport Diori Amani dans la nuit du 28 au 29 janvier. Le général Tiani avait directement accusé les présidents Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, Patrice Talon du Bénin et Emmanuel Macron de la France d'être les sponsors de ces terroristes qui ont attaqué donc l'aéroport de Niamey. Nous refusons que l'image de celui qui incarne notre pays soit brocardée. Tant qu'il s'agissait d'accusations globales, nous n'avions pas jugé nécessaire de répondre, sachant que notre pays n'a rien à se reprocher. Aussi bien les Ivoiriens que tous les pays doivent savoir qu'on n'acceptera pas que le chef de l'État soit vilipendé de façon mensongère. Nous ne l'accepterons pas. C'est cette déclaration de Amadou Coulibaly, le ministre de la Communication de Côte d'Ivoire, en réaction justement à la sortie du général Tiani du Niger. Mathieu Tamam. Oui, il fallait s'y attendre à cette réaction. Et si la Côte d'Ivoire n'avait pas réagi, ça amènerait à douter de la position réelle de ce pays. Et vous savez, c'est pas la première fois que le général Tiani accuse les pays voisins d'être complices ou même d'être des instigateurs des attaques à l'encontre de son pays. Et pour moi, le général Tiani manque d'élégance en matière de diplomatie. Et généralement, on dit souvent que à celui qui allègue d'apporter la preuve de ses allégations. Et un chef d'État, excusez-moi de le dire ainsi, un chef d'État ne peut pas se permettre d'accuser ses collègues de façon fallacieuse comme ça, sans apporter la preuve de ce qu'il avance. Ce seraient des accusations extrêmement graves. Si nous étions, comment appelle-t-on, entre citoyens et que vous m'accusez de quelque chose dont je ne me reconnais pas, je porterai plainte pour diffamation. Et si vous n'êtes pas capable d'apporter la preuve de ce que vous avancez, les sanctions devraient tomber. Mais là, nous parlons d'État à État, des relations entre États, où nous savons que nous avons des Ivoiriens au Niger, nous avons des Nigériens en Côte d'Ivoire, et quel serait l'intérêt d'un pays voisin d'être l'auteur ou bien d'être complice d'une attaque du pays voisin? Mais moi, je n'en vois pas. Ce ne serait pas une nouveauté. On dit souvent que quand il y a ça, il faut chercher dans les alentours. Il y a forcément quelqu'un qui a été complice. C'est souvent ce qu'on dit. Oui, mais bon, il faut chercher pour voir qui est complice. Mais avant d'affirmer, il faut néanmoins avoir les preuves. Ou bien quand même un début de preuve avant de dire que tel est complice. Mais lorsqu'on se permet d'accuser comme ça, je pense que c'est vraiment, il y a manque de responsabilité et qu'il faut vraiment revoir ça. La Côte d'Ivoire a bien fait de réagir. Maintenant, et si le Niger a des preuves concrètes, nous savons tous que chaque État a son service de renseignement qui le fournit certainement des renseignements, et je suis sûr que actuellement les pays de l'AE sont les mieux renseignés dans leur pays, surtout dans le contexte de terrorisme, et peut-être qu'ils ont un certain nombre d'éléments, c'est sur cela qu'ils se basent, mais est-ce que ces éléments sont fondés? Est-ce que c'est suffisant pour déclarer de façon publique que tel est responsable de cette attaque? Je ne pense pas. Et donc, pour moi, il faut préconiser, je l'ai toujours dit ici, il faut préconiser, quelles que soient nos relations, il faut préconiser une diplomatie douce que de s'attaquer de façon vulgaire comme si nous étions des citoyens simples. Il faut aller au-delà. Que ce soit le Niger, que ce soit le Togo, que ce soit la Côte d'Ivoire et le Bénin,
nous tous, nous sommes en danger. Notre ennemi commun, c'est le terrorisme. Et je le dis toujours, par rapport aux relations internationales, chaque pays est libre de collaborer avec qui il veut. Le Niger peut collaborer avec la Russie, mais ne doit pas voir en l'ennemi la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire collaborerait avec la France. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le Niger a son discours souverainiste et ne veut pas entendre parler de la France. La Côte d'Ivoire, qui a son discours beaucoup plus institutionnalisé, qui veut avoir un pays où les institutions sont respectées, même si ce n'est pas le cas, mais néanmoins qu'on laisse la liberté à chaque pays de collaborer avec qui il veut et qu'on fasse en sorte que, au-delà de nos intérêts nationaux, qu'on puisse parler également de l'intérêt de la sous-région, parce que lorsque on a l'habitude de dire chez nous que lorsque la maison de ton voisin brûle, c'est que ta maison également est en danger. Donc, si le Niger n'est pas en paix, toute la sous-région peut être attaquée. Privilégier également la paix dans la sous-région. Et pour pouvoir atteindre à cela, il faut d'abord éviter des accusations sans fondement. Ensuite, chercher à mettre en place une collaboration militaire qui permettra à toute l'Afrique, ou bien du moins à toute la région de la CEDEAO, lorsqu'il y a de telles attaques, qu'on puisse assister ou bien qu'on puisse accompagner le pays en situation pour sortir de cette situation-là. Je pense que ça nous avantagerait plus que de passer le temps à s'accuser les uns les autres. Merci beaucoup. À vous, Mathieu Tamam, Horus Donkovi, la Côte d'Ivoire rejette les accusations du général Tiani et réclame des preuves pour ce qui concerne la part qu'on attribuerait au président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire estime qu'elle ne laisserait plus passer sous silence ces accusations qui tendent à vilipender le président Ouattara. Bon, je pense que la Côte d'Ivoire est dans ses droits. Hein. C'est normal qu'elle puisse intervenir de cette façon-là. Après, quand on essaie de rentrer dans un certain nombre de détails, c'est beaucoup plus subtil. Monsieur Ouattara est venu au pouvoir d'une manière très particulière. Et il va de soi qu'on puisse se poser un certain nombre de questions. Ensuite, par rapport à l'histoire de l'AES, je rappelle que lorsqu'il s'est agi de prétendre attaquer ce territoire, disons le territoire du Niger, les bases étaient censées être en Côte d'Ivoire et au Bénin. Et donc, il y a de quoi alimenter dans le cadre de l'intervention de la Côte d'Ivoire. Dans la CEDEAO, mais ça veut dire que la logistique existe. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, à la base, pour attaquer le Niger, on parlait du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Et donc, ça veut dire qu'à la base, la logistique existe. Bon, la Côte d'Ivoire dit qu'elle a mobilisé un certain nombre d'éléments pour faire cette intervention. Oui. Mais pour mobiliser ces éléments et faire cette intervention, il faut une logistique. Donc, c'est-à-dire qu'une logistique existe permettant éventuellement de s'en prendre à un territoire de l'AES. Donc, il y a une logistique qui existe. Et cette logistique-là, elle a existé parce qu'il y avait des appuis. Parce qu'on sait que nos États n'ont pas les possibilités financières, les possibilités de renseignement et d'intervention qui leur permettraient d'attaquer un territoire aussi grand que le Niger. Ensuite, il y a le passif même ivoirien. La Côte d'Ivoire, c'est pas maintenant qu'elle intervient auprès des autres pays d'un point de vue politique. À l'époque de Houphouët, déjà, il y avait beaucoup de reproches quant à l'implication de la Côte d'Ivoire dans la déstabilisation de certains États. Ça a meublé pendant un certain nombre d'années toutes les frictions qu'il y avait avec la Guinée, entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, entre le Mali et la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Les frictions entre Modibo et Houphouët, entre Sékou Touré et Houphouët, et ainsi de suite. Alors, il y a cette question-là. Concernant la France, par exemple, il y a la question que la France, en fonction de ses intérêts, accepte ou non des personnes qui puissent être présumées terroristes dans un point chronologique donné. Le président actuel de la Syrie
il y a quelques années, était qualifié de terroriste. Actuellement, il est reçu à l'Élysée. Donc, il y a plein de petites choses que l'on pourrait assembler et qui pourraient, bien entendu, alimenter les présomptions de M. Tiani. Je rappelle que la Russie vient de donner une information selon laquelle la France voudrait déstabiliser les États de l'AES. Mais sauf que si elle veut déstabiliser les États de l'AES, il lui faut des États complices. En Afrique, lorsqu'on veut déstabiliser un État, on a besoin d'un État complice. Lorsqu'on a eu la tentative de Bob Denard du côté du Bénin, il a fallu un État complice. Kérékou présumait que l'État complice était le Gabon, ce qui a créé d'ailleurs des frictions entre les deux pays. Il y a le dernier point que l'on nommait, que moi je trouve, qui est celui de la réelle souveraineté de nos États sur le plan militaire et sur les présomptions d'intervention au sein d'États voisins. Je m'explique. Lorsque on a eu l'intervention au Nigeria, les bombardements qu'il y a eu au Nigeria, ça veut dire qu'il y a une flotte déjà sur les côtes, au niveau des côtes. Il y a une flotte américaine au niveau des côtes. Donc il y a une logistique. L'intervention se passe au Nigeria et on a la sensation que cela se passe sans l'aval des autorités nigérianes. Ça veut dire qu'en réalité, des grandes puissances ou des puissances moyennes peuvent se permettre d'intervenir sur votre territoire ou se servir de votre territoire comme étant une base arrière pour aller commettre un certain nombre d'interventions. Avec la participation de vos troupes ou non, d'autant plus que ce sont elles qui les financent, ce sont elles qui les équipent, ce sont elles qui les renseignent, et c'est même elles qui s'assurent de la formation de vos officiers. Et donc, lorsque, par exemple, vous avez un monsieur Tiani qui va dire « Voilà, mon territoire a été attaqué », la subtilité peut-être que moi, je dirais qu'il faut relever, c'est que il faut que les États qu'on cite, les personnalités qu'on cite, il faut peut-être une enquête, il faut peut-être vérifier un certain nombre d'informations parce que ce type d'accusation ne peut pas se faire sans des raisons sérieuses. Et au sein de nos États, oui, effectivement, il existe des prétentions impérialistes qui peuvent se prévaloir d'une intervention dans le pays voisin, qui peuvent se prévaloir d'une déstabilisation au sein des pays voisins, parce qu'en réalité, ils ont toutes les possibilités de le faire. C'est eux qui financent, c'est eux qui forment. Oui, mais non, quand le pays indexé réclame aussi des preuves, c'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Alors, maintenant, le pays indexé qui réclame des preuves, il va le faire il va peut-être fournir ses preuves dans la limite de sa sécurité. Déjà, par exemple, je vais donner un exemple. Lorsque le Niger le Niger qui a connu le raid au niveau de l'aéroport. L'aéroport, c'est une base AES. Oui. Pour pouvoir, elle abrite une base AES. Oui. Alors, pour pouvoir faire un raid au sein de cet aéroport, il faut des compétences. Oui. Il faut des compétences militaires, il faut de la logistique, il faut de l'armement, il faut de l'équipement, il faut du renseignement. Le Niger dit, parmi les troupes qui nous ont attaqués, on a repéré un agent que l'on présume français. Cet agent qui est français et ainsi de suite, mais il faut des appuis. L'appui ne viendra pas directement de la France. Il faut des complicités régionales, sous-régionales, des complicités locales. Et donc, à mon sens, si on estime que M. Tiani est dans l'exagération, M. Tiani ne peut pas être totalement dans la fausseté. Surtout si une autre puissance, bien plus puissante que celle que M. Tiani a plus, dit, nous avons des informations qui disent que on veut déstabiliser votre régime. Justement. La déstabilisation de ce régime-là, je répète, ne pourra pas se faire, c'est-à-dire sans complicité c'est ça. Aucun État africain n'a pu être déstabilisé. Ce que je veux savoir, la Côte d'Ivoire réclame des preuves et estime que c'est une manière de vilipender son président. Qu'est-ce que vous en dites? La Côte d'Ivoire réclame des preuves, elle est dans son droit. Mais cela ne signifie pas que ce que M. Tiani dit est faux. Jamais. Personne n'a dit le contraire. Voilà. Et M. Tiani a pour lui le fait que dans le passé, on a déjà présumé de l'utilisation de la Côte d'Ivoire comme base arrière pour envahir son territoire. Mais est-ce suffisant pour accuser un pays? Alors,
quand je dis, alors, est-ce suffisant? Ce n'est pas qu'on a présumé l'utiliser, que c'est forcément ce pays qu'on va utiliser sur le temps. C'est pas suffisant, mais il y a des éléments troublants. Il y a l'élément troublant, c'est la proximité de la Côte d'Ivoire avec un certain nombre de puissances. Le fait que ces puissances-là, comme je le disais, peuvent présumer de l'utilisation de la Côte d'Ivoire comme base arrière. Et peuvent présumer du manque de souveraineté d'un certain nombre d'États africains. Parce que ça, il faut le dire. C'est-à-dire, c'est aussi une question de souveraineté. Je rappelle, si les États-Unis ont pu utiliser le Nigeria comme bon lui semble, alors que c'est la première économie africaine, la réalité, c'est que, que peut certains de nos États contre la France, l'Europe, ainsi de suite, s'ils ont certaines prétentions? C'est la question qu'on se pose. Merci beaucoup à vous, Horus. Donc oui, juste dans les nous, la Côte d'Ivoire réclame des preuves par rapport aux accusations du général Tiani visant directement le président Alassane Ouattara. Non mais écoutez, la Côte d'Ivoire est dans ses droits de réclamer les preuves. Comme ils le disent, le vilipendant ou alors vilipendant l'image du numéro 1, le président Alassane Ouattara. Mais ce qui me concerne, c'est tout à fait déplorable cette histoire ou alors cette tension entre deux pays de la sous-région jusque-là. Et moi, je voudrais soulever ici, comme le disait Horus, que le Niger a toujours gardé cette insomnie noire lors du renversement du président Bazoum, lorsque la Côte d'Ivoire prenait le devant d'une intervention militaire sur Niamey. Jusqu'ici, la Côte d'Ivoire n'a pas encore montré la position contraire à cette décision qui avait tourné les méninges dans la tête des nouvelles autorités nigériennes à l'époque. Ce qui veut dire que le pays reste un potentiel adversaire non déclaré au Niger, même si, ouvertement, rien ne le stipule. Les soupçons qui deviennent de plus en plus lourds jusqu'à se concrétiser par des accusations directes nommant des chefs d'État. Là encore, pas modestie, on peut, entre guillemets, indexer trop d'écart de langage venant d'une autorité à l'égard d'un autre pays frère. Cependant, les faits sont troublants, comme le disait quelqu'un. Il y a lieu maintenant de vérifier le fond de ce dossier pour savoir qui en est le véritable commanditaire. Aujourd'hui, Niamey cite. Niamey ne parle pas comme certains qui disent des pays de la sous-région ou alors des pays frères, ou alors l'ennemi serait dans un pays frère, sans nommer le pays. Aujourd'hui, Tiani nomme directement Alassane Ouattara comme étant l'un des instigateurs de l'attaque contre son État, même si ce n'est pas Alassane Ouattara qui serait le véritable instigateur, mais Alassane Ouattara serait complice, entre guillemets, de l'attaque de son territoire. Mais le général n'a pas dit cela explicitement, mais il a tout simplement doigté celui qu'il a en face de lui, tout en proférant certaines menaces qui, d'ailleurs, sortent un peu du cadre. Mais je le dis tantôt, que le Niger garde encore les souvenirs noirs du jeu, ou alors, de la mesure qu'avait prise, que tentait de prendre la Côte d'Ivoire lors de l'exercice de la CEDEAO qui voulait envahir le Niger. Maintenant, la raison serait à ce que, après tout ce tableau noir, que ces pays reviennent à la véritable relation de frères ou alors de voisinage. Mais depuis là, je crois que la tension est restée toujours très tendue, et même s'il y a un ennemi de loin qui voulait s'ingérer dans la situation, pose un acte aujourd'hui, on serait facilement en position d'indexer celui qu'on voit en face de soi. Voilà pourquoi on parle d'une implication directe ou indirecte. Alors, c'est le Niger qui accuse, c'est le numéro 1 aujourd'hui du Niger qui accuse explicitement, pas indirectement,
Il appartient à la Côte d'Ivoire de demander les preuves factuelles. Supposons ou alors espérons que le Niger a les preuves factuelles à part les soupçons que nous considérons, à part les faits troublants, à part l'histoire des tensions qui lient ces deux pays, que le Niger a des preuves beaucoup plus tangibles à brandir aujourd'hui pour étayer sa révélation ou alors ses allégations contre le président Ouattara. Mais une fois encore, moi j'ai dit tout simplement, c'est tout à fait déplorable de telles tensions. Le président Ouattara, pour encore briguer un nouveau mandat, a cité dans sa liste des raisons ce pourquoi il doit rester le problème d'insécurité. Le problème d'insécurité est aussi à la page au Niger. Le problème d'insécurité est aussi à la page au Bénin. Le problème d'insécurité aussi à la page en Côte d'Ivoire. Alors, s'il y a de l'insécurité comme étant le dénominateur commun aujourd'hui, mais qu'on passe son temps à se jeter des épines, je me dis, on risque de se donner en proie futile à l'ennemi qui est l'insécurité, le terrorisme. Alors, sur que le continent. dites-vous de la position de la Côte d'Ivoire? On réclame des preuves concrètes parce que cela devient finalement une manière de vilipender notre président. Non, mais je l'ai dit, c'est tout à fait normal que la Côte d'Ivoire réclame les preuves concrètes. Parce qu'en soi... Le Niger est-il tenu d'apporter des preuves pour qu'on croie à ce qu'il dit? C'est ce que je suis en train de dire. Si le numéro 1 du Niger doit, ou alors cite quelqu'un nommément qui fait partie des instigateurs du malheur qui lui arrive, cela voudrait dire qu'il détient les preuves. Sauf qu'il ne l'a pas encore étalé. Voici venu le moment d'étaler ces preuves-là à l'opinion internationale et au pouvoir ivoirien. Et nous serons aussi encore ici pour analyser ces preuves-là et en parler ensemble. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.